Alors ce que je vais vous montrer, c'est un exercice où interviennent les matrices orthogonales à un moment où on ne leur a rien demandé. C'est vraiment une intervention voilà, par elles-mêmes. Elles arrivent et elles viennent proposer de l'aide. C'est un exercice aussi qu'on peut mettre dans R et volume, parce que ça concerne les R et les volumes. Et ça, comment évidemment, comme très souvent interviennent les matrices orthogonales dans un problème où on n'a pas demandé, on n'a pas fait explicitement appel aux matrices orthogonales, bah, c'est par la décomposition polaire. Donc voilà l'exercice. Il est dans G2, il fait partie des exercices, mais je ne sais plus où, du chapitre 6. Et donc, nouvelles histoires et de groupes et de géométrie. Et l'exercice est le suivant. Donc on a eu un endomorphisme d'un espace E est euclidien. Et on va supposer que U préserve alors attention, le volume, donc je vais préciser ce que ça veut dire ici, des, alors comment on appelle un parallélépipède qui ne serait pas forcément rectangle? Vous appelez ça un parallélotope? Ça vous va? On appelle ça comme tu veux. Comme le, d'accord, ok. Bon, donc je vais dire parallélotope. Et un parallélépipède, c'est ça, non? Des M. Oui, il est pas rectangle, quoi, c'est ça? Oui, il n'est pas forcément rectangle. Il va être pas rectangle. Mais comme c'est dans Bon, des dimensions. on peut, oui, ben, je vais carrément me restreindre, et je vais prendre juste les parallélépipèdes. Les parallélépipèdes. Attention, parallélépipède, c'est pas forcément rectangle, hein. C'est pavé droit. D'accord. Parallélépipède, c'est juste que ils sont chaque face. On va prendre rectangle, carrément. Si. Toutes les faces sont perpendiculaires. On va prendre les rectangles. Donc, je vais prendre, c'est bon. Alors, c'est quoi? C'est quoi là, un parallèle? Bon, je vais le définir. Hein. Je vais prendre V1, Vm. Une famille orthonormée. Il n'est pas droit parce que la base est. D'accord? C'est bon? Ok. Bon, je vais prendre, je le définis, hein, et je vais regarder finalement les sommes de TI, VI, I de 1 à M, avec donc mon, voilà, P, avec TI, vous avez compris entre 0 et 1. D'accord? Donc je regarde le volume de cette chose-là. Mais attention, ce que je regarde, c'est un M volume, c'est-à-dire si M égale 2, c'est une R, si M égale 1, c'est une longueur, si M égale 3, c'est un volume, d'accord? Si après, c'est un hypervolume, si vous voulez, d'accord? Donc je suis en train de regarder ça. Donc j'ai fixé M, et attention, M, il est compris entre 1, mais il est strictement plus petit que N, où N, c'est la dimension de E. Hein? Voilà. Alors ça, c'est l'hypothèse. Alors je vais déjà vous donner le résultat. Alors, donc il préserve ce volume. Hein. Alors je regarde ça comme un volume, c'est pas un volume algébrique, hein. Je suis en train de regarder un volume géométrique, hein, donc une valeur absolue, hein, un volume positif. Alors, U est orthogonal, donc est dans O2. Voilà. Alors, je vais vous montrer que c'est évident dans un certain cas et faux dans un autre cas. Là où c'est évident, c'est si préserve les longueurs, si M égale 1. D'accord? Donc U préserve les longueurs.
Bon, alors, si je préserve les longueurs, c'est terminé, parce que U de x en norme, ça va être égal à norme de x, et ça, c'est vraiment la définition. Hein, on sait que U appartient à O de U. D'accord, c'est même la définition. Hein, dans E euclidien. Hein. Donc il a une norme, j'ai pris la norme euclidienne. On peut préciser que c'est bien la norme euclidienne en mettant un petit 2 ici. Bon. Donc, pour m égale 1, c'est évident. Pour m égale n, c'est évident que c'est faux. Là, on va avoir un contre-exemple. Pourquoi? Parce que les éléments de L de E qui préservent les volumes, donc le volume, le n volume, eh ben, c'est tout simplement les éléments de déterminant 1 ou moins 1. Parce que quand on a un objet, un volume V, hein, on veut regarder le volume d'un certain élément X, et on regarde le volume de U de V, on sait que c'est le volume de V multiplié par la valeur absolue du déterminant de U. C'est une forme volume. Ici, c'est une des propriétés connues du déterminant. Alors, ici, on peut le voir avec quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que si on prend ici V1, etc., Vn, ici, on va jusqu'à n, une famille orthonormée, et on regarde le parallélépipède rectangle engendré par cette famille. D'accord. Le parallélépipède U de P va avoir pour volume, eh bien, le déterminant de U fois ce volume-là. Et en fait, on aura ici, en valeur absolue, et avec U de déterminant 1 ou moins 1, ça suffit pour conserver les volumes. Donc ça, c'est une des propriétés que je ne démontrerai pas et qui est une propriété du déterminant. Alors maintenant, on va supposer maintenant que M est strictement inférieur à N. Et qu'est-ce qu'on va faire pour U? Bon, on va fixer, donc on fixe une base de E pour obtenir ici la matrice dans cette base est égale à A. Et A, on va regarder sa décomposition polaire. On a peut-être besoin de la décomposition polaire généralisée. Celle où on n'a pas l'unicité et celle où O est dans O de N, mais S appartient à Sn+. Voilà. Alors, ça se démontre. Alors, si A est dans GLN de R, eh bien, vous vous rappelez comment on démontre que S, donc on regarde A transposé fois A, et ça, on sait que ça appartient à Sn++. C'est symétrique défini positif, et donc, par le théorème spectral, ici, ça s'écrit P fois D fois P-1, avec D, une diagonale de lambda I, avec des lambda I, tous strictement positifs.
et P dans OR. Donc, ça nous permet de pouvoir écrire une matrice symétrique qui est égale à P delta P-1. Delta, c'est la diagonale des racines carrées positives ici. Et S, eh bien, est symétrique. Alors ça, c'est pas tout à fait évident, c'est parce que vraiment, on utilise le fait que P appartient au LEN. Quand on prend S transposé, ça fait P moins 1 transposé delta transposé P transposé. Et ça fait, comme P est orthogonal, ça c'est P. Comme delta est diagonale, ça c'est delta. Et comme ici P est orthogonal, ça fait P moins 1. Donc on retrouve S. Donc S est symétrique. Et comme ces valeurs propres sont strictement positives, parce que les lambda I étaient strictement positifs, bah S appartient à Sn++. Donc là c'est bon. Et puis ensuite, comme on fait pour O, vous connaissez hein, le truc pour O, bah on passe, voilà. En gros, on va dire que O est égal à A S moins 1. On va poser O égale A S moins 1. Et quand on va faire O transposé O, ben ça va faire S moins 1 transposé, A transposé, A S moins 1, ici. Alors, attention, ici, il y a quand même une petite sucrerie. La transposée de l'inverse, c'est l'inverse de la transposée. Alors ça se montre hein, assez facilement en prenant l'inverse. On a Mn qui est, si n c'est l'inverse de m, alors Mn égale l'identité, et puis on transpose ça. Mais la transposée de l'identité et la matrice identité, c'est l'identité. Et pour avoir l'inverse à gauche, c'est pareil que l'inverse à droite. Donc ici, on n'a que le n, c'est la... Alors comment dire? Ici, on a n qui est l'inverse de m, et c'est égal, donc l'inverse de m, je pourrais... Tiens, si je mets un t là, ici, c'est encore plus clair. Voilà. Donc l'inverse, là j'ai que n, c'est l'inverse de la transposée. Et là j'ai que n, c'est la transposée de l'inverse. D'accord? Voilà. Donc là c'est bon. Donc ça veut dire que ici j'ai pas mis de parenthésage, hein, je vois ça comme ça. Et ici S, donc maintenant, bah oui, je mets le parenthésage finalement. Ici c'est S-1, ici c'est S2. Alors pourquoi c'est S2 à transposer A? Parce que quand je fais S2, ici j'ai delta 2, donc là j'ai delta, donc j'ai ça. Hein. Ici c'est facile, c'est S2. Et ici j'ai S-1 égale IM. Et donc O est bien une matrice orthogonale. Donc là, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. Ici, c'est clair. Hein. Si A, maintenant, appartient à Mn de R, moins GLN de R, alors A est limite de la suite AK égale A plus 1 sur K IM, où AK appartient à GLN à partir d'un certain rang. Je pense que c'est assez clair que ici, AN A0 appartient au spectre de A, et il existe un voisinage de 0 tel que, étant donné que le spectre est discret, parce qu'il est fini, le spectre de A, il existe un voisinage de 0 qui est dans C, hein, dans le plan complexe, ça, tel que, si lambda est dans un voisinage de 0 moins 0, alors 0 n'est pas dans le spectre de A. Ça, c'est le fait que le spectre est fini, donc discret.
Ok. Hein, vous avez un spectre comme ceci, voilà le spectre de A dans le plan complexe, vous avez 0 qui est dans le spectre, puisque A n'est pas dans GLN, donc A est singulière, et là, vous avez votre voisinage, où ici, à part 0, vous n'aurez pas d'élément du spectre. Okay. Donc ça veut dire, je suis en train de redémontrer finalement que AK, que GLN est dense dans Mn de R. Hein. AK, à partir d'un certain rang, ici, tend vers A avec AK dans GLN. Donc vous avez donc, AK comme c'est dans GLN, d'après ce qui précède. Alors je vous rappelle que d'après dans ce qui précède, on s'était vraiment servi du fait que c'était dans GLN ici, quand on avait inversé S. Là, c'était vraiment important. AK est égal à OK SK. J'ai donc ma décomposition polaire. Bon, même si je n'ai pas démontré qu'elle était unique, j'ai ça. Et là, je sors l'argument que ON, le groupe ON, est compact. La compacité de ON est importante. Ici, pour pouvoir affirmer qu'il existe une sous-suite, alors c'est un fermé, borné, et il existe une sous-suite telle que OIK tend vers un O qui est dans ON. Alors je vous rappelle que le fait que ce soit fermé, attention, hein, c'est pas l'image réciproque de 1 par le déterminant ou de 1 moins 1 par le déterminant, c'est l'image réciproque. Vous avez M donne M transposé M et vous regardez l'image réciproque de l'identité. Et ça, c'est un continu. Donc ça fait un fermé. Et puis borné, c'est vraiment très très simple. Vous l'avez par toutes les façons. Il y en a une qui est assez élégante, c'est de dire que la trace de M transposé M, c'est la norme au carré, la norme 2 des matrices, donc la somme des AIJ carrés. Ça c'est bien connu. Et cette chose-là fait que, comme ici c'est l'identité, ben, vous avez la trace d'une identité qui est égale à n, donc on voit bien que c'est borné. Voilà donc une petite chose. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir SK qui va tendre ici vers SIK qui va être égal à OIK moins 1, mais OIK moins 1, bon oui, fois AIK. Et ça, ben, AIK, on a dit que ça tendait vers A, par définition. Ça, c'est les matrices inversibles qui tendent vers A. Et ça tend vers O moins 1. Et donc, ça appartient à Sn, pas plus, attention, parce que S est une suite, évidemment, de Sn++, mais juste le plus, c'est juste positif. C'est-à-dire que, mais en tout cas, ça va être symétrique, parce que on a un espace des matrices symétriques. Donc là, j'ai juste redémontré un petit peu l'histoire de faire un petit rappel, ça fait de mal à personne. Et là maintenant, je vais revenir à mon exercice où j'utilise juste la décomposition polaire. Donc on utilise la décomposition polaire et A est égal à OS. Voilà. Pareil, maintenant on a O, P, D, P-1. D'accord? Et avec O qui est dans ON, P qui est dans ON, et D qui est une diagonale de lambda I de 1 à N. Avec des lambda I, tous positifs uniques. Voilà. Alors maintenant, regardez, O préserve les volumes, puisque c'est orthogonal. P préserve les volumes, P-1 préserve les M volumes, d'accord? Donc je suis sûr que D préserve les volumes, les M volumes, de tous mes parallélépipèdes rectangles. Okay.
Mais qu'est-ce que je vais prendre? Ben maintenant, j'ai plus qu'à prendre la base canonique, puisque ça marche pour D. Je vais prendre EI1, EIN. Donc quel est le volume de ce parallélépipède? Ben, c'est 1. Hein, on multiplie, c'est un parallélépipède rectangle, avec que des éléments de longueur 1, c'est une espèce d'hypercube, hein, de m cube, donc c'est 1. Et je calcule de deux manières le volume de DI1, DIN. Ben, d'une part, comme D préserve le parallélépipède, ben, c'est encore 1, mais d'autre part, c'est aussi le produit des lambda I1 de IK, K de 1 à n. Donc j'ai cette formule maintenant. D'accord ? Voilà. Donc maintenant que j'ai cette formule ici, pour les volumes, bah, je vais montrer, je n'ai pas encore utilisé le fait que m était strictement inférieur à n. Bien, je vais écrire si I est égal à I1 jusqu'à IM. D'accord ? Je vais écrire ça égale ça, je vais l'appeler lambda I. Voilà. Je veux montrer que lambda I égale lambda J. Donc montrons que lambda I égale lambda J, quel que soit I différent de J. Et là, après, ce sera terminé. Donc ici, je fais, je vais prendre J égale une partie de 1M, 1N, qui ne contient ni I ni J. Bon, je vais bien sûr supposer, bon, quitte à ce que J soit vide, et je vais écrire J union I et J union J. Je vais avoir lambda J union I, d'après ce qu'on a vu, c'est égal à 1, et c'est égal aussi à lambda J union I, J. Voilà. Ce qui va faire ici que, d'après les définitions, on peut tout simplifier et on a lambda I égale lambda J. Okay. Donc, ça, si j'ai pu trouver une partie qui ne contienne ni I ni J, c'est justement parce que il fallait que ce soit une partie à, j'ai oublié de le dire, à m-1 éléments. Si m avait été égal à n, alors je ne pouvais pas trouver une partie qui ne contienne pas deux éléments. Il faut absolument que m soit strictement inférieur à n pour que ça marche. Voilà. Alors maintenant que lambda I, comme le produit ici est égal à 1, ça veut dire que lambda I puissance n est égal à 1. Mais comme les lambda I sont tous positifs, ça veut dire que lambda I égale 1. Donc ça veut dire que S, qui est égal à P, D, P-1, est égal à l'identité, puisque la matrice identité, puisque D, c'est l'identité. Et donc ça veut dire que A égale O. Donc la matrice est orthogonale. C'est fini.